Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour le forum de la presse de ce vendredi, nous avons essentiellement retenu 3 sujets qui ont sans doute dominé l'actualité toute la semaine durant. Le premier sujet, c'est la situation sécuritaire, une situation qu'on ne peut évoquer sans parler de la tension qui règne toujours à Kidal entre le HCIA et le Gatia. Le second, c'est une affaire qui ne cesse de déferler la chronique depuis le début de la semaine. Il s'agit bien évidemment de l'affaire Rasbach. L'intéressé a été libéré, mais il reste sous contrôle judiciaire. La procédure va donc suivre son cours. Enfin, dans le troisième volet de cette émission, nous allons mentionner un rapport. Il s'agit du rapport du dernier contrôle physique des fonctionnaires qui fait état de 13 000 fonctionnaires fictifs. Le débat autour de ces 3 sujets se fera avec 4 journalistes. Il s'agit de Paul Ben, journaliste indépendant, Makan Konaté, il est de Maliba FM, Mohamedou Khan de Radio Clédou. Nous avons un 4e invité qui sera au téléphone. Il s'agit donc de Moussa Magassa qui est du journal du Mali. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Je vous le disais, la situation reste toujours tendue entre le HCA et le Gatia à Kidal. La tentative de rapprocher les positions à Bamako n'ayant rien donné. Cela va-t-il durer encore longtemps? Ce climat insupportable pour les habitants, traumatisés par les risques d'affrontement qui peuvent survenir à n'importe quand. Alors, cette question, que faut-il faire pour rapidement qu'on sorte de cette impasse à Kidal? Je pose la question en premier lieu à vous, Makan Konaté de Maliba FM. Merci, Monsieur Fomba. Je dois dire que ce qui se passe à Kidal est vraiment regrettable. Regrettable pour la population. Vous l'aviez dit tout de suite dans votre papier. C'est une population qui vit la peur dans le ventre. Chaque fois, il y a une possibilité. À tout moment, la situation peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc, je crois qu'il va falloir privilégier encore le dialogue. Essayer de trouver un terrain consensuel. C'est vrai, les négociations n'ont rien donné. Pourquoi les tentatives de négocier, de dialoguer restent jusque-là infructifs? Je crois que quelque part, il y a une mauvaise volonté. Il y a une mauvaise volonté de trouver une solution à ce problème. Sinon, de la part du HCIA, pas du Gatia. Pas du Gatia, parce que déjà, le Gatia a accepté ce retrait. À un moment donné, ce groupe s'est retiré de Kidal, a accepté certaines conditions posées. Eh bien voilà, mais pourquoi le HCIA ne le veut pas? Donc c'est une situation qui est là. Et je pense que c'est une question de mauvaise volonté tout simplement, et une question de vouloir faire traîner les choses. Paul Ben, il y a eu quand même cette tentative de Bamako, une tentative qui n'a rien donné. Qu'est-ce qu'il faut initier maintenant? Bon, c'est cruel de le dire, mais moi, connaissant les 2 parties en conflit, je crois que les négociations vont perdurer. Il y aura toujours des affrontements, hein. Ça il ne faut pas se cacher la face, parce que, comme Maran l'a dit, il y a une mauvaise volonté. Ne réduisons pas le débat autour du HCA et du Gatia. Il y a une mauvaise volonté, excusez-moi, de la CMA de vouloir accepter ce qu'on conclut souvent en signant des documents, en se réunissant. Parce que il faut se rappeler, après les combats de la ville de Kidal, après lesquels le Gatia, la plateforme, disons-le comme ça, s'est retirée de la ville. L'aménagement a fait une ceinture de sécurité de 10 km pour empêcher la plateforme, ce qu'ils nous ont dit, que la plateforme ne rentre à Kidal pour éviter qu'il y ait des combats et que la population soit atteinte. Mais par contre, je l'ai dit ici, pourquoi est-ce que la MINUSMA et Barkhane qui se trouvent sur place n'ont pas fait ce même périmètre de sécurité afin que la CMA ne sorte pas?
Les 2 combats qu'on a assistés après ceux de la ville de Kidal sont le fait que la CMA est sortie de la ville. Et les prétextes qu'ils ont avancés sont fallacieux. Tantôt, ils disaient qu'ils partaient pour faire une enquête. Une seconde fois, les derniers combats, c'était pour aller enterrer leurs morts. Tant qu'il n'y a pas de décision qui soit identique pour les 2 côtés, on arrivera toujours aux affrontements. Je vous donne un petit exemple. La ville de Ménaka, par exemple. Aujourd'hui, dans la ville de Ménaka, c'est l'armée malienne, les forces de sécurité qui contrôlent la ville de Ménaka. Il est interdit à tout groupe armé d'entrer en ville en armes. Ça, c'est une décision qui a été prise de façon consensuelle avec les groupes armés et puis les forces armées maliennes. Et depuis longtemps, vous n'avez plus entendu parler de combat. Or, c'est les groupes armés, aussi bien de la plateforme que de la CMA, sont à Ménaka, sont autour de Ménaka. Et les FAMA sont à l'intérieur de la ville. Si on prend des décisions de ce genre pour Kidal, moi je crois qu'on évitera les affrontements. À Bamako, les réunions qu'on fait ne serviront à rien, en tout cas. Moi je ne suis pas du tout optimiste. Mohamed Khan, pourquoi la situation n'évolue toujours pas à Kidal? En tout cas, elle n'évolue pas de manière positive pour l'instant. Ça n'évolue pas, cela va de soi, hein, de mon point de vue, parce qu'aujourd'hui, quand on prend les Gatia ou les ACIA, on a affaire à un conflit d'ego, d'intérêt. C'est vrai, c'est des autochtones, ils connaissent bien les terrains. Moi, j'irai plus loin dans mes analyses. Je dirais plutôt que la solution ne viendra pas de ces 2 groupes, ou de qui va faire quoi, qui va occuper quoi dans cette région. Elle viendra d'où? La solution, c'est les retours de l'armée malienne à Kidal. Sans cela, le confrère l'a dit, je pense qu'on va passer assez de temps dans ces négociations stériles qui ne vont donner aucun résultat probant sur le terrain. Cela est clair. Aujourd'hui, on a affaire à une situation intenable pour toutes les parties. La communauté internationale qui a montré toutes ses limites dans la gestion de cette crise. Et aujourd'hui, l'État malien, fragilisé du moins, parce qu'on le dit encore, hein, un pays sous tutelle, c'est difficile de canaliser un peu ces 2 groupes. Donc la solution aussi, ça peut être le cantonnement de ces groupes armés, c'est très important. La DDR, c'est très important. Donc tant qu'on ne va pas appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, je pense qu'on va passer beaucoup de temps dans nos hôtels de Bamako, mais on n'ira pas ailleurs, c'est sûr. Makan Konaté de Maliba FM, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale s'implique de façon assez active pour pouvoir trouver une solution au problème de Kidal? La solution est entre les mains de la communauté internationale, justement pour parler de l'aménagement, pour parler des troupes françaises qui sont sur le terrain. Tu ne peux pas comprendre, parce que la plupart des provocations proviennent de ces mouvements armés. Et pour une autre raison inavouée, c'est que ces mouvements armés procèdent justement à un trafic. Il y a le trafic de drogue, il y a le trafic d'armes, etc. Maintenant que le Gatia est là, donc ce marché florissant a des problèmes. Donc ces mouvements armés ont même des difficultés maintenant de ravitaillement. Donc c'est ça le problème. C'est pourquoi ils sont toujours là en train de provoquer. Et la communauté internationale peut bel et bien mettre un terme à cela. Soit on laisse le Gatia s'installer à Kidal, protéger les populations, soit on laisse l'armée malienne s'installer à Kidal, ou à défaut, des troupes communes, des troupes françaises plus l'aménagement peuvent bel et bien aller sécuriser la population de Kidal. Mais pourquoi ne pas le faire? Je me pose la question. Est-ce qu'on va aller toujours vers cette guerre, vers ces conflits, vers ces morts, vers ces famines-là toujours? Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a également une volonté manifeste pour l'aménagement, pour les troupes françaises, de vouloir toujours se maintenir au nord du Mali. Paul Ben? Oui, M. Famba, je vais vous donner une solution qui sera un peu cruelle. Hein. Vous savez, il y a un proverbe soraï qui dit que quand vous avez un problème, pour trouver la solution, il faut en rajouter. Et je crois que je suis convaincu. Vous savez, ça fait combien de jours maintenant qu'on n'assiste plus aux affrontements? C'est parce qu'à l'hôpital de Kidal, il n'y a que des blessés. On a enterré les morts.
Les combattants sont blessés. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on n'utilise pas un bilan. Oui, je vous dis qu'aujourd'hui, l'hôpital de Kidal n'a plus de place pour les blessés. Les couloirs sont remplis de blessés. On est en train de les soigner. Les blessés de la CMA, parce que ceux de la plateforme ont été amenés à Gao. On leur a refusé l'accès à Kidal. Donc on est en train de soigner les blessés. Tous les blessés qui sont guéris aujourd'hui prennent la fuite. Ils vont en Algérie. Ça, c'est des informations que j'ai. Et s'il y a 2 ou 3 combats, c'est la solution cruelle. Alors ils vont en Algérie, pourquoi? Pour être à l'abri? Exactement, non, ils fuient, ils ne veulent plus être enrôlés. Vous savez, quand c'est des êtres humains. Ils sont blessés 1 fois, 2 fois, ils voient leurs camarades qui sont tués, donc ils ont peur, c'est des jeunes, c'est des enfants. Il y a certains qui n'ont même pas 14 ans, qui tiennent la calache parce que, ils sont souvent drogués, et quand ils sont guéris, ils fuient. Et quand les troupes vont commencer à être décimées, on assistera à l'arrêt des combats. Ça, c'est une solution cruelle. Maintenant, par rapport à la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, franchement, je veux vous dire, la solution ne viendra pas de celle-ci. Ça, on l'a démontré par A plus B. Si les Maliens, certains l'ont compris, ceux qui ne l'ont pas compris doivent le comprendre. Notre gouvernement n'a pas les moyens. Il y a une certaine volonté de vouloir chercher des solutions, mais il y a des limites. Parce que nous sommes aussi, on dit que nous sommes un État souverain, mais notre souveraineté, franchement, elle est remise souvent en doute par même ceux qui veulent aider le Mali. Je ne veux pas rentrer dans certaines discussions que j'ai eues avec certains responsables de la plateforme, mais ils ont l'impression que l'État malien lui-même ne sait pas lire entre les lignes. Ils ne savent pas faire le distinguo entre ceux qui veulent les aider et ceux qui sont là pour essayer de mettre les bâtons dans les roues. C'est l'impression que les gens ont, ceux qui sont prêts à mourir, comme ils le disent. On est prêt à mourir pour le Mali, mais le Mali ne le reconnaît pas. Ça, c'est le fait que c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, vraiment, c'est très difficile. Alors, je crois que nous avons à présent Moussa Magassa du Journal du Mali qui est en ligne. Dites-nous, monsieur Magassa, la situation reste explosive toujours à Kidal puisqu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. Une question. La communauté internationale, est-ce qu'elle est impuissante devant la situation ou alors est-elle indifférente? Bonsoir tout le monde. Voilà, bon, je vais juste m'excuser. J'étais en train de conduire. Par rapport à la situation à Kidal, on l'a toujours dit, la situation à Kidal est beaucoup plus complexe que cela ne paraît. Parce qu'à Kidal, ce qui se passe, c'est que c'est un double jeu, si je peux m'exprimer ainsi, et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là, malheureusement, dans laquelle se trouve le Mali. Par rapport pour revenir à la communauté internationale, j'avoue que franchement c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que par moment on se demande exactement ce que cette communauté internationale est en train de faire à Kidal. Sinon, est-ce qu'elle est en train de faire à travers les forces armées internationales qui sont actuellement également à Kidal. Donc, moi, ma lecture de la situation, c'est que ce qui se passe à Kidal est beaucoup plus complexe que ce qu'il laisse paraître. La communauté internationale, je l'ai toujours dit, également même sur les antennes de studio de Tamani, moi je crois qu'on joue à un double jeu. On ne dit pas exactement ce qu'il en est, mais là également, est-ce qu'il faut accuser la communauté internationale? Moi, je pense que il faut se remettre en question soi-même. C'est au gouvernement malien de se remettre en question. C'est au gouvernement malien de se demander, de se poser les vraies questions, de se demander exactement qui sont vraiment les amis du Mali, qui sont là pour le Mali, qui sont venus pour aider le Mali. C'est seulement si on arrive à répondre à ces questions-là, peut-être qu'on pourra essayer de mettre fin à cette situation à Kidal. Parce que ce qui se passe à Kidal, entre actuellement Gatia et la CEMA, c'est juste des conflits d'intérêts. C'est des conflits d'intérêts pour pouvoir contrôler la zone, pour pouvoir continuer à exercer les différentes activités, si je peux me permettre, de drogue, etc. Donc, c'est un conflit d'intérêts. Et tant qu'il y a ce genre d'intérêt dans une situation, dans une zone donnée comme Kidal, il est vraiment difficile qu'on revienne là, on atteigne la paix. Mais il faut juste
communauté internationale. Il faut que le Malien, sur le gouvernement malien, arrête de se poser des questions par rapport à la communauté internationale, pour se demander si est-ce que la communauté internationale est avec nous ou pas. La question, c'est de se demander est-ce que nous, on veut vraiment mettre fin à cette situation-là et revenir à une situation de paix. C'est là la vraie question. Parce que vous allez garder la ligne, on va vous retrouver dans un instant. C'est vrai que la ligne n'était pas si bonne lorsqu'on vous donnait la parole, on n'a donc pas très compris vos premiers mots. Est-ce que j'ai écorché par hasard votre nom? Oui, c'est Moussa Magassa, oui, c'est cela. Tout à fait. Alors, on va vous retrouver dans un instant, le temps d'observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Second volet de cette émission, l'affaire Rasbat. C'est d'elle qui va donc s'agir à présent. Une affaire qui fera sans doute longtemps parler d'elle avec l'ampleur qu'elle a eu à prendre. Il y a tout de même une évolution à partir d'hier. L'animateur n'est plus détenu, mais il reste sous contrôle judiciaire. Magan Konaté. Tout à fait. Nos avocats nous l'ont dit cet après-midi même lors d'une conférence de presse. Rasbat reste sous contrôle judiciaire. Maintenant, nous, avec quelques mesures restrictives. Des mesures qui n'ont pas été dévoilées. Des mesures qui n'ont pas été dévoilées pour des besoins de secret. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, nos avocats n'ont pas voulu quand même nous expliquer quelles sont ces mesures-là. Donc, Rasta, il a été libéré. C'est déjà une bonne chose. Donc, il faut appeler la population au calme, qu'on se calme. Voilà. Paul Ben, est-ce qu'on est en voie de trouver une solution à cette affaire qui fait en fait autant parler d'elle? Ouais, j'ose espérer qu'on trouve une solution pour une affaire que, excusez-moi, d'être... je ne veux pas être négligent, mais pour moi, ça n'en valait pas la peine, franchement. C'est vrai que moi j'ai suivi tout au long, depuis le début de cette affaire, j'ai suivi les différentes interventions, notamment celle du procureur près de la cour d'appel de la commune 4. Je n'ai pas vu, c'est-à-dire des faits palpables, des faits tangibles qui puissent amener à la privation de liberté de ce chroniqueur et à la suite de ce que nous avons vu, des manifestations, un mort, des blessés. Si on devait arrêter quelqu'un parce qu'il critique un responsable, un cadre de l'administration, pour ce qu'il a fait, je crois qu'on va arrêter tout le Mali. Maintenant, si on dit qu'il a proféré des injures, secret de l'instruction, secret de ceci, secret de cela, mais qu'on nous délivre un peu le contenu de ce qu'il a dit. Parce que moi, c'est un peu flou, c'est un peu léger dans ce que la justice est en train de faire. Et vous avez vu, les conséquences sont plutôt graves. Petite cause, grands effets. C'est déplorable, quoi. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, moi je me suis dit que vous savez, mais on est retourné un peu trop en arrière. Moi, jamais on a vu dans l'histoire du Mali une manifestation, depuis 91 je veux dire, depuis l'ère démocratique, une manifestation réprimée à balles réelles. Ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Mali. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est en Corée maintenant où on suspend Facebook, on suspend les réseaux sociaux. C'est rétabli, j'ai l'impression. Non, moi, on m'a dit jusqu'à 17h30 quand je rentrais en studio, je n'avais pas accès à Facebook. J'ai demandé aussi à d'autres personnes, elles n'avaient pas accès à Facebook. Mais je me demande, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Mais espérons que les choses reviennent alors. Mohamed Khan. Oui, tout d'abord, je m'incline devant la mémoire de la victime de cette bêtise humaine, permettez-moi l'expression, parce que ce qui s'est passé mercredi est indigne du Mali. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le timing. C'est-à-dire que nous avons des autorités qui agissent toujours avec tâtonnement,
manque de cohérence dans les idées. Voilà. On va arrêter un chroniqueur à quelques minutes de son émission. Alors qu'on nous explique comment ils ont procédé. C'est très important. C'est très important. Et qu'on nous parle un peu du mobile. Je ne vais pas entrer dans les détails. Atteinte à la pudeur. Tantôt, c'est injure à caractère sexuel. Le timing, ça manque beaucoup. Le professionnalisme dans la gestion de cette affaire, ça a beaucoup manqué. Et je trouve vraiment dommage qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve là à parler des dégâts, quoi. C'est-à-dire que tous ces véhicules brûlés, tous ces blessés, ce jeune qui a été tué, on pouvait éviter tout cela. Vraiment, on pouvait éviter tout cela dans ces pays, qu'on s'assume pleinement. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement, clairement à Mohamed Youssouf Bathily Razbadj? C'est la question. Et je pense que le peuple malien aujourd'hui a droit à une réponse, parce que juste là, il n'y a pas de réponse. Quand on écoute le DGA de la police nationale, il a tenu une conférence de presse le lendemain, mais c'était fou. Il dit que non, ces hommes n'avaient pas d'armes. Mais qui a tiré? Les balles sont venues d'où? C'est très important. Donc maintenant, ce qui est important, ce qui est urgent, il faut qu'on diligente cette enquête-là et que la procédure aille jusqu'au bout. C'est très important. D'un côté comme de l'autre. Qui a fait quoi ce jour-là? On a besoin de réponses. Donc, ces pays, on ne peut pas rester dans cette léthargie. C'est-à-dire tout le temps, voilà, il y a le nord, oui, mais le sud, c'est terrible. Ce qui se passe actuellement ici à Bamako. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est très important que les uns et les autres se retiennent. Que les autorités s'assument, c'est très important. Que les autorités s'assument pleinement, mais vraiment pleinement dans la gestion de cette affaire, et qu'on nous dise toute la vérité. Parce que moi, je pense que toute la vérité n'a pas été dite. Paul, la vérité n'a pas été dite. Oui. Alors, si vous voulez réagir en deux mots, Paul. En deux mots, je reviens sur les propos de M. Koulibaly, le procureur, qui, dans sa déclaration sur les zones de leur thème, franchement, j'ai relu ça tout à l'heure, je vois qu'il y a un parti pris. Il dit que tous les complices qui ont organisé cette marche seront poursuivis. Mais qu'ils nous disent aussi qu'on va ouvrir une enquête sur le policier qui a tiré sur la foule. Il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas être vraiment partisan, hein, je crois. Alors, on a quand même entendu les avocats de Mohamed Youssouf Bathily cet après-midi lors d'une conférence de presse ici à la Maison de la Presse. Ils ont été clairs dans un premier temps, disent-ils. On a reproché aux chroniqueurs d'avoir offensé un prêcheur de la place lorsqu'il était au Caen. On sait ce qu'on lui a reproché. Alors, hier, d'autres faits ont été apportés au dossier. Alors, on ne comprend pas tout à fait. Voilà, et justement, nous nous posons la même question. Sinon, ce qui était reproché à Rassa au moment de son arrestation, c'était une plainte, une autosaisine même du procureur général de la République qui avait porté plainte contre Rasta pour des propos injurieux à caractère sexuel. Des propos injurieux à caractère sexuel faisant allusion à son différend avec le prêcheur Bandjougou Doumbia. Or, Bandjougou n'a pas porté de plainte contre Rassa. Donc c'est le procureur lui-même qui s'est auto-saisi de cette plainte-là. Hier, nos avocats nous informent que au fur et à mesure que le dossier avance, ce sont les plaintes qui s'accentuent. Oui, au total, 57 autres plaintes sont venues s'ajouter à la première. Donc on ne comprend pas. Donc il y a un flou et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Pourquoi vouloir faire taire comme ça un chroniqueur politique, hein, qui a ses auditeurs, qui a ses fans? Bon, on ne comprend pas. Est-ce une volonté manifeste de casser même la radio ou bien de nous fermer, etc. On se pose des questions. Mais présentement, nous sommes tenus par un devoir de retenue pour ne pas je dirais... Peut-être envenimer la situation. Non, pas pour jeter l'huile sur le feu, mais pour ne pas déranger l'enquête toujours qui est en cours. Bon, cela dit également, c'est vrai, il y a eu mort d'homme. La personne qui est décédée, prions pour son âme, mais la balle qu'elle a reçue, on peut la retirer. On peut retirer la balle et savoir si c'est réellement une balle de la police ou bien si c'est une balle qui est venue d'ailleurs.
Ça aussi, il y a cette possibilité. Vous voulez parler d'une autopsie, quoi. Hein? Ah, voilà, donc non pas une autopsie, mais enlever la balle du corps. Oui, voilà, donc on peut le faire et procéder ainsi à des enquêtes pour savoir ce qui se passe, qui a tiré et qui n'a pas tiré, pour ne pas revenir encore au procès de Moussa Traoré. Paul. Oui, Monsieur Fomba, je garde la même ligne. Hein. Je dis que franchement, pour le moment, je ne suis pas spécialiste en droit, mais ma petite expérience de journaliste qui a couvert certains procès souvent tumultueux me dit que franchement le dossier il n'est pas costaud, n'est pas solide. Mais il faudrait que l'appareil judiciaire qui s'est enclenché par rapport à cette affaire-là nous prouve le contraire. Il faut qu'il nous prouve que la chose est solide. Je veux dire, l'accusation est solide, qu'il ne nous fasse pas voir ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire les choses qui se terminent en queue de poisson. On arrête quelqu'un pour quelques jours pour, comme on dit en Bavara, le baga-baga, et puis on le relâche. Il faut que ça se fasse comme ça. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu des blessés, il y a eu un mort, il y a eu des dégâts matériaux. Il faut qu'une enquête aussi soit ouverte sur ce volet, ou bien sur ces différents volets, pour qu'on fasse la lumière sur ça. Et comment est-ce que la procédure a été faite? Et il faut qu'on nous le dise. Parce qu'une autosaisine du procureur, il a le droit de le faire. Mais dans quelles conditions? Nous allons bientôt donner la parole à vous, Mohamedou Kane de Radio Clédou. Mais je crois qu'à force de persévérer, nous avons pu joindre Moussa Magassa du journal du Mali. Alors, ce n'était pas évident. Alors, Monsieur Magassa, dites-nous, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez eu les échos de cette conférence de presse organisée par les avocats de Mohamed Youssouf Batili. Alors, ils ont dit qu'il est effectivement libre, mais il est sous contrôle judiciaire, mais qu'il y a des restrictions qui n'ont quand même pas été dévoilées. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je viens comme ça de quitter aussi à la maison de la presse. J'étais là-bas, j'étais à la conférence de presse. On a attendu 3 heures. Et après, ils sont venus pour rien nous dire, en fait. Quand on nous dit contrôle judiciaire, on s'attend à ce qu'on nous explique. C'est vrai qu'ils ont des obligations qu'ils appellent juridiques, mais nous aussi, nous sommes des hommes de la presse. Ils ont dit dans Ibrahim Malik, le premier avocat qui a pris la parole, il a dit qu'il voulait que la presse l'aide à pouvoir communiquer sur cette affaire, mais on ne saurait communiquer sur une affaire si on n'a pas les informations précises qu'il le faut. Cette histoire de Razdat, toute cette manifestation, ce truc autour, franchement, moi j'en arrive à une seule explication en fait. Je me dis, cela atteste encore de l'immaturité du Malien à pouvoir comprendre les choses, sinon à pouvoir prioriser ce qui est important pour lui en fait. C'est pas le moment à mon avis. On a d'autres problèmes beaucoup plus pertinent qui dénote l'attention de la population malienne, de la jeunesse malienne, que ces histoires d'arrestation. Moi, je dis que le procureur est dans son droit d'interpeller quelqu'un, et il représente le ministère public, et s'il l'a interpellé, d'accord, il est en garde à vue, le délai prévu c'est 48 heures, il peut être prolongé de 24 heures, ça a été fait. Et Razdat devait comparaître juste devant un juge qui allait écouter et ensuite décider comme ce qui a été fait hier soir. Donc il n'y avait pas lieu de manifester pour cela. Pourquoi au Mali il faut toujours trouver des raisons à des situations comme celle-ci? Moi je suis pas pour ce qui s'est passé, mais il faut reconnaître aussi que par moment, Razdat il dépasse les limites dans ses déclarations, dans ses dits, et ça même ses avocats le reconnaissent. Donc c'est cela en fait. Donc par moment il faut pouvoir prioriser les choses, pouvoir décider sur ce qu'il y a lieu à faire, et puis voilà quoi. Actuellement, tout ce qui se passe à Kidal, on n'a pas vu de manifestation à Bamako par rapport à ça. Les gens se tuent, la TEMA et les Gatia s'entretuent, les populations sont dans des problèmes, il n'y a pas eu de manifestation à ce problème. Mais pourquoi une histoire de Razdat, on sort et voilà, juste il est mort, non. C'est vraiment inutile, c'est vraiment honteux quoi, franchement. La suite de cette émission dans un instant. Une réalité
réaction, un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Avant de passer au dernier volet de ce forum de la presse, je crois que nous allons encore évoquer cette affaire Rasbach avec vous, Mohamedou Kane de Radio Clédou. Alors vous aussi, certainement que vous avez suivi la conférence de presse organisée par les avocats de M. Bathily. Alors ça vous donne quel sentiment? Est-ce que les propos tenus vous donnent l'impression que c'est finalement une issue heureuse qui va être trouvée à ces problèmes, disons? Non, mais je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Le confrère l'a dit, les choses restent encore floues à ce stade. On a parlé de liberté conditionnelle. Maintenant, le sort du chroniqueur Rasbach ou Rasta, est-ce qu'il va continuer à animer ces émissions, 4 sur table, sur Maliba FM, etc. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Elle est où la liberté d'expression, qui est un droit constitutionnel? Alors, c'est vrai, la procédure doit suivre son cours. C'est vrai, la justice, on doit laisser la justice faire son travail. Mais c'est un devoir également pour cette justice, pour ces autorités, grosso modo, d'éclairer les lanternes des uns et des autres sur ce qui se passe actuellement et concrètement par rapport à Rasbach. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, d'après tout ce que j'ai pu comprendre après cette conférence de presse, c'est qu'on parle de liberté conditionnelle. Donc la liberté conditionnelle, ça dit qu'il a parlé de restrictions par rapport à ses sorties, etc. En tout cas médiatiques, il ne peut pas tenir des rencontres, etc. Maintenant, moi je me demande, ça va nous amener où concrètement? C'est des questions que je me pose encore et nous aimerions bien avoir des réponses là-dessus aussi. Alors puisque Makan Konaté demande la parole, nous allons la lui donner, mais juste Makan pour... Oui, rapidement, je voudrais m'interroger sur les conditions d'arrestation de Rasta. Normalement, Rasta est un chroniqueur, un animateur d'une radio. Et quand vous constatez qu'il a commis une faute, ou bien quand il y a une plainte, je crois que la première personne indiquée, c'est soit le promoteur ou bien le directeur de la radio. Donc ceux qui l'ont arrêté n'ont pas respecté cette procédure-là et ils l'ont interpellé en pleine circulation avant de l'incarcérer. Donc je ne comprends pas cela pour des hommes de droit qui veulent respecter effectivement l'application réelle de la loi au Mali. Nous passons au dernier volet de cette émission. La question que nous allons évoquer, en fait, disons les sujets, c'est les rapports qui fait suite au contrôle physique des fonctionnaires de l'État. Alors, c'est un contrôle qui avait eu lieu en 2014. 13 000 cas de fonctionnaires fictifs ont été décelés. Alors, est-ce que cela n'est pas scandaleux, Paul Ben? Ça, c'est le serpent de mer. Tous les régimes ont connu ce phénomène, ce fléau. Bon, vous savez, au Mali, je ne dis pas que c'est fatal au Mali, on doit stopper cela. Mais il faut vraiment faire un travail très profond parce que la corruption, le népotisme, le favoritisme, le laisser-aller, je crois que il est ancré dans le sang qui circule dans les veines de 90% de nos cadres de l'administration. Et c'est dommage. Je me rappelle, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est pendant la transition qu'on a soulevé un très lourd dossier dans lequel on avait trouvé toutes sortes de personnes. Il y avait des parents de la famille présidentielle, il y avait des petits frères, des grands frères de ministres. Ça, c'est en quelle année ça? C'est, je crois, pendant la transition, où on avait sorti toute une liste de personnes, de fonctionnaires fictifs, ou de fonctionnaires qui n'avaient pas passé à la fonction publique, mais qui avaient été mis comme ça dans le lot. Moi, je connais un grand service de l'État, où le nouveau directeur nommé a imposé un contrôle physique biométrique et la première semaine il a découvert qu'il y avait 120 employés fictifs dans la société qui compte à peu près 600. Donc c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter, mais ce sera une lutte de très longue haleine. Il faudra de nouveaux Maliens
pour essayer de stopper ce phénomène. Alors, Mohamed Khan, c'est quand même important qu'on décèle de telles pratiques, non? C'est très important. Moi, je vais mettre l'accent plus sur le manque à gagner pour l'État. On a parlé de 30 milliards environ. Par an, hein? Oui, c'est colossal comme somme. Donc, ça veut dire que ça peut nous permettre de construire des écoles, des dispensaires, des routes, etc. C'est très important. Alors, il a dit c'est dans nos ADN, nous Maliens, aujourd'hui. Pourvu que ça dure, je soutiens amplement cette opération. Ça, Moussa Mara avait tenté à un moment donné. Mais bon, nous sommes au Mali. Maintenant, si les nouvelles autorités judiciaires, j'ai fait allusion au ministre Konaté, veulent donner un coup de fouet au dossier, tant mieux. Tant mieux. Il a dit, moi personnellement, je connais des personnes qui vivent à l'étranger. Oui, des cadres de l'État malien qui sont partis pour juste une petite formation, mais qui sont restés, mais qui sont toujours salariés. Ils sont combien? On l'a dit, 13 000, peut-être plus. Donc aujourd'hui, c'est un mal à éradiquer, c'est très important, parce qu'il y va de la survie même de cette nation. Un pays pauvre, on ne peut pas continuer de la sorte. L'administration malienne, elle est pourrie. Elle est pourrie. Vous partez dans tous nos services, ou presque, mais je vous dis, vous trouvez des cadres véreux, des cadres incompétents à tous les niveaux. Donc, ça ne peut pas continuer. Pourvu que cela dure, et que les autorités vraiment aillent jusqu'au bout. C'est très important pour toute la nation. Moussa Magassa, 13 000 fonctionnaires effectifs décelés. Dites-nous, est-ce que vous pensez que des actes concrets vont suivre? En fait, je vais juste répondre à Mamadou Khan. Normalement, logiquement, ça ne devrait pas continuer, mais hélas, on est au Mali. On fait prendre des décisions, fait sortir, quand ça fait 2 jours, 3 jours, et que maintenant tout le monde en parle, et après on oublie quoi. C'est ça le problème en fait. On a tous les textes qu'il faut, mais on ne les applique pas. Aujourd'hui, je dis simplement que le Malien est généralement à l'image de son gouvernement en fait. De son gouvernement et autres. Il a des gouvernants aujourd'hui qui ont plusieurs postes, qui exercent ici, qui exercent là, qui sont dans d'autres choses. Le Malien est peut-être fait pareil. Sinon, comment expliquer une situation de ce genre? 13 000 personnes, comme l'a dit, avec un coût de 31 milliards, ça peut servir à répondre à des préoccupations plus importantes. Mais aujourd'hui, ce problème, en fait, on en avait parlé il y a un moment, mais après on en a plus parlé, et aujourd'hui encore on revient avec le même sujet. En fait, c'est ça le Mali, en fait. On ne va jamais quitter dans ces genres de préoccupations-là. Parce qu'on ne se décide pas exactement de prendre le taureau par les cornes et puis de résoudre les choses comme il le faut. Il ne faut pas le faire quand il le faut, quand il le faut. Actuellement, on est dans cette histoire, mais il faut tout faire pour que ça puisse avoir une meilleure solution, pour que finalement on puisse maintenant revenir à la normale. C'est ça en fait qui manque en fait. On est là, excusez-moi, on entreprend quelque chose aujourd'hui et demain on a un nouveau gouvernement, celui qui vient. Il ne sait même pas ce qui se passe, ou soit l'autre il est parti avec tous les dossiers parce qu'il quand il partait, il n'était pas content. Et finalement, on a un bon moment et l'autre qui vient encore, il se décide s'il veut le prendre ou pas. Mais ce n'est pas ça un pays. Il faut qu'on se décide. Il faut que le gouvernement soit finalement accepte d'être responsable et de prendre de se comporter comme des patriotes. Et ainsi, les Maliens aussi feront pareil. Morgan Konaté, après cette affaire scandaleuse, vous pensez qu'il va suivre quelque chose de concret? Bon, en fait, j'ose espérer que les autorités maliennes vont frapper fort, que les coupables vont être arrêtés, jugés et condamnés conformément à la loi. Voici des sujets sur lesquels il va falloir s'attarder que de prendre des chroniqueurs ou d'arrêter des journalistes. Ça, c'est de vrais sujets. C'est de vrais sujets de fond. Et certainement, peut-être, on ne le sait pas, Rassap aurait pu même parler de ce scandale. Et il allait mener également des enquêtes là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui ne parle jamais sans avoir la preuve. Donc, il donne toujours une preuve à ce qu'il dit. Donc moi je pense qu'on aurait pu quand même s'occuper de ces questions que d'essayer de nous faire taire, de porter des plaintes, etc. 13 000 fonctionnaires effectifs, c'est beaucoup. 30 milliards, 31 milliards, sinon plus de 30 milliards. C'est beaucoup.
Et c'est même honteux. C'est honteux parce que imaginez qu'un Sénégalais ou bien un Burkinabé apprenne que voilà, il y a 13 000 fonctionnaires fictifs au Mali, mais ils vont se poser des questions. Ils l'ont déjà appris. Voilà, ils vont poser des questions et ils vont se faire une idée sur le Mali. Voilà, donc c'est des choses qui ne sont pas, c'est des comportements qui ne sont pas bien. Et je pense que le gouvernement doit frapper fort, que les coupables soient arrêtés et punis conformément à la loi. Alors, Paul Ben, il pourrait y avoir quand même des enquêtes, peut-être des sanctions, mais est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter là, à mon avis, puisque je crois qu'il faut aussi prendre des dispositions pour que ce genre de pratique ne puisse plus avoir lieu. Oui, vous avez bien dit, il faut prendre des dispositions pour que ce genre de pratique n'ait plus lieu. Mais malheureusement au Mali, comme mes confrères l'ont dit, et comme mon confrère Magassa l'a dit, on dit, le leitmotiv ou bien la brosse à dents de tous les fonctionnaires de l'État, c'est l'administration, c'est une continuité. Mais au Mali, l'administration, c'est une cassure. Chaque ministre qui vient, chaque directeur qui vient, il veut prendre un balai, enlever. Est-ce à dire qu'on gère selon son humeur? On gère pas selon son humeur, selon ses affinités. Selon ses affinités. Un directeur qui vient trouve qu'il y a son prédécesseur qui a commencé un travail encourageant, ben il le met de côté et il le met dans le tiroir ou dans la poubelle pour essayer d'abord de voir ses proches, les embaucher selon ses intérêts. Il gère d'abord ses intérêts avant de gérer les intérêts de la nation. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'administration au Mali, c'est une cassure. Vous allez voir, hein, même les projets, les plus petits projets qui sont bons pour le développement du Mali sont mis à l'écart quand un nouveau chef arrive. Donc, franchement, si je vous dis que je suis optimiste, je vous ai rappelé tout à l'heure, pendant la transition, il y a eu un dossier de ce genre qui a été soulevé. Mais où est-il aujourd'hui? C'était Madame, je crois, Rakitala, ou une ministre, en tout cas une ministre qui avait mis ce... On a attaqué ce travail en justice. Je me rappelle très bien. Et on avait sorti une liste de plusieurs fonctionnaires qui étaient fictifs, qui ne devaient pas. Mais je crois que c'est l'État finalement qui n'a pas eu gain de cause, à ce que je sache. Vous pensez que l'État n'a pas eu gain de cause? Vous pensez que ça c'est sérieux? C'est pas sérieux. Je crois pas du tout sérieux. Ce qui se passe dans l'administration malienne n'est pas du tout sérieux. Donc maintenant, il faut, si ce dossier est mis sur la table, le vin il est tiré, il faut qu'on boive jusqu'à la lie. Mohamedou Khan de Radio Credo. Bon, je rejoins les autres en disant tout simplement que il faut de nouvelles attitudes, il faut un éveil des consciences, il faut de la persévérance avec ce peuple qui aujourd'hui a besoin d'être endoctriné positivement, c'est très important. J'irais même loin, je dirais même qu'il faut une application pour tout cela, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Moi, je vous donne juste un exemple. Un pays africain qui s'appelle le Rwanda, qui en 1994 a connu le génocide. Il y a eu au moins 800 000 victimes. Aujourd'hui, d'après des sondages très sérieux, des classements très sérieux du moins, le Rwanda est le 7e pays le mieux géré au monde. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Nous pouvons le faire. C'est la volonté. Je pense que nos leaders politiques n'ont pas encore la volonté d'assainir nos espaces. C'est possible, on peut le faire, allons-y. Je pense que le peuple a besoin de cela aujourd'hui parce que ce pays n'a jamais aussi souffert. C'est très important qu'on aille de l'avant maintenant. C'est sûr, c'est propos qui s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avons reçu 4 journalistes, Paul Ben, journaliste indépendant, Makan Kounaté de Maliba FM, Mohamedou Khan de Radio Credo et Moussa Magassa, journal du Mali qui était en ligne. À la mise en onde, il y avait Peting Djara, régie vidéo, nous avons Nouhoum Diré, à la réalisation Ousmane Diadjet Touré, à la présentation Seydou Fomba. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum de la presse. À tous et à toutes, bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.